Juste avant de commencer la vidéo, je me permets de vous rappeler que le calendrier d'avant la fin des temps, ce merveilleux roman, est disponible à la vente sur le site Lulu, le lien est dans la description. Si je n'avais pas écrit ce bouquin, j'aurais jamais fait la série Andrew Bennett parce que les deux projets sont directement liés par le même univers et cet univers, je me suis rendu compte de son véritable potentiel qu'à partir du moment où j'avais écrit ce bouquin dont la série audio est tirée. Et voilà, achetez-le. Je me permets également de vous annoncer que je suis en train de finaliser un autre bouquin, plus petit celui-là, qui s'appellera Les démons d'Hugo, et qui raconte une histoire qui se passe dans le même univers. Il y a aussi Andrew Bennett et tout. Ce n'est pas la suite de ce bouquin-là, hein. C'est une autre histoire dans le même univers. Voilà, ça s'appellera Les démons d'Hugo. Il y aura et un bouquin et une série audio. Vous en saurez plus le moment venu. Ça devrait venir à vous d'ici quelques semaines, je pense. Voilà. Du coup, je vous souhaite un bon visionnage de cette vidéo. Elle est divisée en deux parties. La première, c'est un petit débrief rapide de la saison 1 d'Andrew Bennett, de sa diffusion, de mes petits objectifs par rapport à ça à venir, également de la stratégie qu'on compte adopter avec la boîte de production, à savoir trouver un diffuseur, etc. Et la deuxième partie de la vidéo, je me suis laissé aller sans faire gaffe à un discours sur la motivation qui dure presque 5-6 minutes, je pense quand même, mais je pense que j'ai dit des trucs qui pourront parler à certains d'entre vous qui ont des objectifs dans la vie et qui aimeraient les atteindre. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder la vidéo dans son intégralité. Après, si vous n'en avez rien à foutre du débrief sur Andrew Bennett, le discours sur la motivation, c'est vers la fin, et je pense que ce que je dis là, ça peut être utile à certains d'entre vous. Allez, bon visionnage. Tout d'abord, je tenais à faire un big up à toutes les personnes qui étaient présentes pour l'avant-première à Montpellier et qui ont eu la chance de pouvoir voir tous les épisodes d'un coup montés en format long métrage dans une salle de cinéma avec un son en Dolby Digital 5.1. C'était vraiment, vraiment ouf. On a vraiment kiffé ça avec la prod, c'était génial. Merci également à vous qui avez simplement suivi sur YouTube la diffusion de la série. Merci pour vos retours massifs. On a fait péter le millier de commentaires pour quelques-unes des vidéos. On a également eu un ratio de pouces bleus absolument monstrueux. Il me semble que la première vidéo a plus de 11 000 likes pour environ seulement 80 j'aime pas. Et quand on fait le calcul, on se rend compte que c'est un taux de satisfaction de 99,999%. C'est monstrueux, c'est fabuleux. Merci pour vos retours, vos critiques dithyrambiques. Tout le monde est hyper content des deux côtés, hein. J'ai vraiment l'impression que l'accueil du public a été excellent. Je suis content, vous êtes content, la prod est contente. Donc c'est que le pari est, je pense, réussi. Maintenant, les questions se posent sur l'après-saison 1. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quels vont être les projets? Quels sont les objectifs? Seule ombre pour moi au tableau à l'heure actuelle par rapport à la saison 1, c'est les audiences. Je m'étais fixé comme objectif de faire au minimum 100 000 vues par épisode. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Après, je pense que les vues vont se faire dans la durée. Mais voilà, moi, en gros, j'avais prévu une fourchette. 100 000 vues, je commence à être satisfait. Plus de 500 000, je suis aux anges. Donc voilà, sur ce point, j'attends de voir. Il faut également ne pas oublier que la saison 1 a été financée à perte. Pour l'instant, elle ne nous rapporte pas d'argent, elle en a même fait perdre, puisque on a eu des surcoûts et des petits imprévus durant le tournage. En gros, la qualité monstrueuse que vous avez pu avoir là, avec un aussi petit budget que celui qu'on a eu, en temps normal, ça aurait jamais dû exister. La qualité de la série est due au fait qu'une partie de l'équipe a travaillé gratuitement pour le projet. Toute la partie post-prod, gérée par Sound Life Prod, ils ne gagnent pas d'argent dessus, quoi. En même temps, depuis le premier jour, l'objectif qu'on a clairement défini avec la production et qui me tient particulièrement à cœur, c'est de ne pas avoir à me censurer dans ma créativité. L'idée, c'était de pouvoir réaliser un maximum d'idées que j'avais en tête, quitte à compresser les budgets et faire des sacrifices, mais pas au détriment de l'histoire et du scénario, quoi. Concrètement, il y a très peu de modifications qui ont été faites à l'histoire pour des questions de budget. Je pense que c'est en partie une des raisons du succès de la série, parce que concrètement, avec le budget qu'on a eu, en vrai, il y a tellement de trucs qu'aurait dû jarter pour des simples questions financières et ça aurait fait un truc 10 fois moins bien, je pense. Si on avait dû vraiment s'adapter au budget qu'on avait, je pense qu'il y a un paquet de trucs qui auraient été pas ouf, quoi. Le seul truc qui a été jarté, et ça m'a un peu énervé, mais on n'avait pas le choix, c'est, en gros, je sais pas si vous avez remarqué, mais Alias
n'apparaît que de manière très brève dans la saison 1, mais à la base, dans la première version du scénario que j'avais écrite, il y avait tout un arc narratif consacré à Alias. Il lui arrivait une petite aventure en compagnie de Bennett et d'autres personnages, voilà. Et ça a jarté parce qu'on s'est rendu compte que, quitte à virer un truc, c'était un des seuls qui avait un impact minimal sur l'histoire globale, en fait. On était limite dans du fanservice avec ces séquences-là, quoi. Donc ça a jarté. Mais voilà, concrètement, il y a eu au final vachement peu de modifications qui ont été faites pour des questions de budget, quoi. Et là-dessus, je suis très content et c'est la philosophie qu'on veut essayer de garder avec la production. Après, moi, de base, dans ma manière d'écrire, je ne laisse que très rarement des choses au hasard, ce qui fait que tu touches au moindre petit élément, le château de cartes s'effondre. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais les destins de tous les personnages n'arrêtent pas de s'entrecroiser. Il y a que des causes et des conséquences dans tous les sens. Et je pense que si tu me vires une scène ou deux, l'histoire elle s'écroule et elle marche plus, concrètement. Donc c'est ça aussi qui rend l'histoire extrêmement captivante et addictive, je dirais. Parce que il n'y a pas de moments qui sont dédiés à l'ennui. Tu ne peux pas te faire chier, il n'y a aucune scène qui est plan-plan et qui n'a pas d'intérêt concret vis-à-vis de l'histoire. Tout est au service du récit. Les personnages ont des traits de caractère et des personnalités fortes, des noms qui sont jolis et qui se retiennent facilement. C'est un truc qui est hyper important pour moi. Souvent, on me demande pourquoi ils ont tous des noms un peu anglophones, parce que c'est des noms que je trouve stylés, tout simplement. Et puis, le jour où tu veux t'exporter à l'international, t'es bien content que ton personnage ne s'appelle pas Jean Dupont. Pour moi, l'enjeu principal, c'était aussi de porter à l'écran mon univers et de le faire incarner par de vrais êtres humains, des comédiens, des acteurs. Et je pense que le pari est réussi, notamment avec Frédéric Perchet qui nous a livré une performance maximale pour l'inspecteur Hobbs. Là, clairement, il est l'inspecteur Hobbs. C'est incroyable et ça se voit même dans vos retours, le nombre de gens qui le félicitent pour son acting. Et franchement, j'ai hâte de rebosser avec lui sur la suite, quoi, parce que franchement, il est ouf. Et puis même Ruben, enfin, d'une manière générale, je trouve que tous les comédiens sont bons. Après, il y en a certains qui sont très bons, voire excellents, mais je pense qu'absolument personne n'était mauvais. Et ça aussi, je pense que c'est une des forces de la série. À la réal, il y a plusieurs fois où Kevin Payel, réalisateur, mais s'est arraché les cheveux parce que on était tellement dans le rush, pardon. On avait des délais extrêmement courts pour tourner. On a mis juste 1 mois à tourner tout ça, alors que en vérité, ça aurait dû en durer 3, 4. Et vraiment, on arrivait le jour même, on découvrait parfois les lieux de tournage le jour même. On avait eu des repérages qui avaient été faits par certains membres de l'équipe dans le meilleur des cas. Et parfois, le réalisateur, il arrivait, le jour J, il se disait « Merde, on va pas pouvoir tourner comme j'avais prévu parce qu'on peut pas placer la caméra ici ou là et tout. » Et Kevin a fait preuve d'un remarquable sang-froid et a su s'adapter à des situations qui étaient parfois véritablement extrêmement difficiles. S'ajoutait à cela que il y a des moments où on en avait marre, toute l'équipe était fatiguée, il y a des scènes de nuit qu'on tournait parfois jusqu'à 5h, 6h du matin. Et on reprenait le tournage le lendemain à 8h, on était debout. On dormait 3-4 heures par nuit des fois. C'était vraiment, vraiment pas facile. Et une des forces de Kevin, ça a été de faire son maximum pour s'adapter aux situations. Et croyez-moi, c'est pas facile de se dire, eh ben merde, je pourrais pas faire le plan comme j'avais prévu comme ça, parce que la configuration des lieux fait que, bon, on va devoir poser le trépied là, faire ci, faire ça et tout. Et c'est pas un petit film entre potes, quoi. C'est-à-dire qu'une décision du réalisateur, elle va influencer une équipe de 30 personnes. Elle va changer les plans d'une équipe de 30 personnes, parce que s'il place plus la caméra là où il avait prévu de la poser, tous les gars de l'éclairage sont obligés de changer les emplacements de leurs éclairages, sont obligés de changer des trucs. Enfin, il y a une espèce d'effet papillon dans les décisions qui est très 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 grand quand t'es sur un plateau de tournage. Un truc que vous n'avez pas vu à l'écran et qui pourtant était omniprésent sur le tournage, c'était la chaleur étouffante d'une canicule à Montpellier. On crevait de chaud. Il y a des jours, il y a des gens qui faisaient des malaises. Je suis tombé dans les pommes, moi, des jours de tournage. Fatigue plus chaleur plus émotion forte. Je me suis écroulé, j'étais mais pas bien, j'étais en larmes, c'était ingérable, j'ai pas pu finir la journée de tournage. Et franchement, on tournait parfois, il faisait genre
en intérieur par canicule, il faisait genre 40 degrés, je plaisante pas. Et genre, on avait des ventilos et des clims portatifs qui tournaient à fond. On coupait tout pour tourner. Tout le monde se mettait à suer. On tournait la scène. Coupé. Fallait la refaire. Mais vu qu'il fallait la refaire, entre-temps, tout le monde avait sué comme un porc. Du coup, pour les raccords costumes, fallait changer les chemises des comédiens. Il y avait mais des dizaines, vous n'avez pas idée du nombre de galères, mais d'anecdotes sympas au final que ça fait qu'on a vécu sur ce tournage. C'était incroyable. Moi, j'ai une pensée particulière pour les deux Perchman, Willy et Paul. C'est que les Perchman, pour ceux qui ne savent pas, c'est les mecs qui ont une perche et au bout il y a un micro, c'est les preneurs de son, quoi. Eux, c'est des gens qui ont un super pouvoir, c'est-à-dire que vu qu'ils ont des perches, ils ont un retour audio, ce qui fait que les mecs, ils entendent tout à plusieurs mètres à la ronde, et s'il y a une mouche qui pète, ils l'entendent. Et ces mecs passaient des journées entières avec des casques qui leur permettaient d'avoir une super audition. Alors vous allez me dire, oui, c'est pratique pour espionner les gens. Ouais, c'est sympa, mais quand tu dois tourner une scène, que dehors, il y a des gens qui ne respectent pas la sacro-sainte loi du silence, qu'il y en a qui ouvrent leur gueule pour raconter une recette de hachis parmentier, bah les couilles, à l'extérieur, bah ça au son, les gars, ils l'entendent et ça les rendait dingues, ça, ils pétaient des câbles, c'était incroyable, c'était incroyable. Et ouais, enfin, franchement, ça ils devenaient dingues à terme, les gars. Hein, ils entendaient tout super fort, de loin. Toi, tu tournes pas ta scène, tu te mets à discuter, t'es 3 pièces à côté, t'es persuadé que personne t'entend. Bah, les Perchman, ils vous entendent. Ils entendent tout. Tout. Franchement, ça n'a pas été de tout repos pour eux non plus. Hein. Ouais, c'était une sacrée galère sur plein de points. Moi, un truc qui était fort sympathique aussi, c'est que j'ai pu découvrir les joies du retour audio en direct avec je crois, la valeur du matériel audio qu'on a utilisé, il y en avait pour plus de 80 000 euros, il me semble, ou 60 000, je sais pas. Moi, j'avais la joie de pouvoir avoir justement un casque et quand je ne tournais pas, avoir un monitoring du son et en temps réel, j'avais un magnifique son compressé, pré-traité et tout. Et je vivais le film alors qu'il était en train de se tourner. J'étais à côté du réalisateur derrière le combo à regarder les acteurs jouer et tout. C'était absolument formidable. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme anecdote sympa? Oui, dans la scène des Douffets, il y a une petite fille qui joue et c'est une enfant actrice. J'ai oublié son prénom malheureusement. Je crois que c'est Roxane, mais non, ça doit pas être ça. Et la gamine jouait super bien. C'était incroyable. Et pour la petite anecdote, à la base, vous savez, quand Jonathan Milgram arrive et qui du coup, il tue toute la famille, et la petite fille, elle a le temps de s'enfuir, on lui a dit, bon, bah, quand Jonathan, il arrive, qui tire sur tes parents, tu as peur, tu t'enfuis. Et les premières fois, la gamine, elle partait en sautillant en mode la 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 la. Et après, on a dû recommencer 2-3 fois pour qu'elle comprenne enfin qu'elle devait pousser un cri d'effroi et se mettre à courir et tout. Et d'ailleurs, cette scène-là dont je vous parle, c'est un plan séquence, pour ceux qui ne l'ont pas remarqué. C'est-à-dire que à partir du moment où, du début à la fin de la scène, la caméra n'est absolument jamais coupée. Ça a été fait à la Steadicam, et ça s'est décidé, mais dans les heures qui ont précédé le tournage. Le jour même, le matin, il était encore sur le papier prévu qu'on fasse ça au trépied. Et c'est suite à une discussion houleuse avec le réalisateur qu'on a fini par céder au plan séquence. Et pour la petite anecdote, on l'a recommencé un bon paquet de fois. Et au final, une des meilleures prises de ce plan séquence, c'était la première. Une pensée également pour Guillaume Bellard qui joue Ruben. Ce mec, en plus d'être un excellent acteur, a des capacités d'improvisation folles. Le mec arrive à incarner le mec bête, vraiment. C'est-à-dire, dans la vraie vie, c'est un mec extrêmement cultivé, très très intelligent, mais quand il doit faire le teubé, il est fort. Il est très très fort. Et il nous a fait rire par moments. C'était incroyable. Il y a pas mal de répliques de Ruben qui ont été modifiées à la volée par lui-même. Il y a eu beaucoup d'improvisation, de conneries de sa part. Notamment la fameuse blague du trou de balle lors du briefing au commissariat. J'ai oublié dans quel épisode c'est. Vous pouvez voir que l'inspecteur Hobbs, quand la caméra revient sur lui, est légèrement en train de rire. C'est parce que, en fait, cette blague a surpris tout le monde. Et quand il y a eu le coupé, tout le monde s'est mis à éclater de rire parce qu'il n'était pas prévu du tout qu'il sorte cette blague qui est à la fois nulle et géniale dans ce contexte-là. Il nous a aussi improvisé des morceaux, genre quand il est avec Schwartz, et que Schwartz est toujours sur son téléphone, ça je l'avais pas écrit, que Ruben faisait des commentaires genre ah, t'envoies toujours des SMS, t'envoies ta copine, enfin bref, ça aussi c'était des impros, on s'est tapé des barres, il y avait des délires
des délires en off, et on a même pensé à inventer un spin-off de la série qui s'appellerait Ruben et Schwartz, les deux meilleurs flics de la Terre, tu vois. Il y a, il y avait une potentialité, une synergie telle dans l'équipe que tout le monde, au final, était force de proposition. Bien sûr, c'était principalement c'était à Kevin, le réalisateur, de trancher favorablement ou non aux propositions, mais il était très ouvert, mine de rien, et il écoutait chacun. Moi, je veillais tout de même à ce qu'on ne s'écarte pas trop de mes exigences de base par rapport à ce que je voulais donner de l'univers et de la série. Je voulais pas non plus tomber dans le gaguesque, parce que mine de rien, c'est quelque chose de très grave. Mais euh, voilà, c'était vraiment une super expérience. Ah putain, je pense aussi, mais aux maquilleuses qui en chiaient. Moi, j'ai un très gros problème, c'est que mes cheveux, en plus d'être indomptables, poussent très vite. Et je suis limite plus chiant à coiffer qu'une meuf parfois, parce que mes cheveux sont bourrés d'épis, sont très rigides, très difficiles à dompter. Alors chaque matin, fallait m'humidifier les cheveux, puis me mettre une demi-tonne de gel, essayer de conserver à peu près la coiffure que j'avais la veille. S'ajouter à cela qu'au milieu du tournage, on s'est rendu compte que mes cheveux avaient poussé de 2 ou 3 centimètres, il a fallu aller chez le coiffeur et tout. C'était vraiment n'importe quoi. Puis fallait me poudrer la gueule aussi le matin. Ça, c'était sympa, crème hydratante, poudrage et tout. Ça fait bizarre de se faire pouponner et tout quand t'es pas habitué. Je veux dire, moi, je ne me maquille pas en temps normal. Et du coup, ouais, pour ceux qui ne le savent pas, quand tu es comédien et que tu t'apprêtes à jouer dans une scène, tu passes au HMC, c'est-à-dire habillage, maquillage, coiffure. Et en gros, tu vas enfiler le costume que tu es censé avoir dans la série. À noter que un costume, un costume, c'est pas forcément un truc type carnaval, type stylé ou tout. Un simple vêtement de ville que tu vas porter dans le film, c'est considéré comme un costume. C'est-à-dire que les gens ne repartaient pas avec chez eux, genre la moindre veste, chemise lambda, excusez-moi pour la notif, que tu as, c'est les costumières qui l'ont choisi pour correspondre plus ou moins à ton personnage. Voilà. Et voilà, enfin bref, il y a eu Bah, d'ailleurs, mon costume a été partiellement fait sur mesure. Vous ne pourrez jamais trouver la même veste dans le commerce parce qu'elle a été faite de A à Z par Chibel, la costumière, qui l'a réalisée à partir de rien, quoi, à partir des dessins que lui avait fourni Yue, qui est l'illustrateur avec lequel je bosse depuis qu'il a fait ma couverture de chaîne YouTube. C'est lui qui a fait la première de couverture du calendrier d'avant la fin des temps. C'est lui qui avait fait les vignettes à l'époque de la série audio. Et actuellement, c'est lui qui travaille avec moi sur une BD Andrew Bennett. D'ailleurs, c'est lui qui a fourni un visuel de référence pour le costume d'Andrew Bennett, qui a été utilisé par la costumière, du coup, et pour faire ma veste, et également pour faire le veston, qui est aussi sur mesure. Tout le reste, c'est trouvable dans le commerce. Hein. Le but principal des costumiers, c'est de ne pas avoir à trop bosser sur le costume. Donc, si le mec il porte une chemise, elles vont pas s'emmerder à te faire une chemise sur mesure. Elles vont aller acheter la première chemise qui vient, à qui habille et tout, sachant qu'en plus, chaque pôle a un budget très clairement défini et que dans l'idée, il faut dépenser le moins possible. Et voilà, au final, hormis veston et la veste, le pantalon, les chaussures, la chemise, tout ça, c'est des trucs qu'on trouve dans le commerce normal. Hein. Il y a moitié c'était du Kiabi, le reste c'était du Jules, je crois, du H&M. J'ai une pensée aussi là pour Glenn, qui était le premier assistant réal, il a été excellent. Le rôle du premier assistant réalisateur sur un tournage, c'est de faire d'une part le lien entre la volonté du réalisateur et le reste de l'équipe, et de l'autre de vérifier qu'on tient bien les délais. C'est celui qui fait les plannings, qui vérifie qu'on a tout au bon moment, au bon endroit. C'est un peu le big boss de la logistique, on va dire. Sur le tournage en tout cas, vraiment sur le plateau, la zone où on tourne. La logistique un peu extérieure, il me semble que c'est pas lui qui la gère, ça va plus être la régie. Mais voilà, tout ce qui est vraiment destiné à servir au tournage, c'est un peu lui le chef d'orchestre, on va dire. Et voilà, c'est l'épaule sur laquelle vient s'appuyer le réalisateur. Et c'est également lui le chef du protocole, c'est-à-dire que c'est lui qui va demander l'obtention des silences, qui va dire silence, moteur. Le action, par contre, revient au réalisateur, il me semble. Et voilà, il a été très performant, très doué. C'est marrant ce contraste que t'as entre le mec en plateau, qui est une espèce de Hitler permanent, parce que il faut une rigueur absolue, faut respecter les délais, faut que les gens se bougent le cul, faut qu'un tel se soit manié de faire ci ou ça. C'est un peu le CPE du tournage, en fait, le premier as réal, j'ai l'impression. C'est le chef de la discipline, des horloges et des emplois du temps, et du silence, voilà. Si tu fermes pas ta gueule, il t'en met une. Et il a vraiment bien géré le taf, et
il a su à la fois être extrêmement rigoureux tout en gardant une part d'humain quand on était hors tournage, ce qui a permis de pas le rendre détestable. Là où je pense que certains premiers Asreal peuvent être véritablement imbuvables, mais c'est le métier qui veut ça. Le mec, il est là pour que tout le monde se bouge le cul et que tout soit au millimètre près. Donc voilà, il est également prof d'assistanat réal dans une école à Bordeaux. Voilà, donc je suppose qu'il y a peut-être certains de ses élèves d'ailleurs qui suivent ma chaîne, il m'avait dit, donc peut-être que voilà, si t'es un des élèves de Glenn, coucou. Il me semble d'ailleurs que Andrew Bennett est un des sujets d'études dans l'école dans laquelle il bosse, donc c'est plutôt stylé. Voilà. J'ai une pensée également pour Juan Jiménez, qui était le régleur cascade, c'est un cascadeur professionnel qui était là sur le tournage, et qui jouait également un des hommes de main qui bosse régulièrement avec Ilgram. Vous savez, c'est celui qui a la moustache, qui a un style un petit peu résistant des années 40. Je trouve qu'il transmettait un petit peu ça dans son physique. Et voilà, ce mec était vraiment survolté, surdynamique, mais c'est un immense professionnel, il gérait super bien tout cet aspect cascade et tout, parce que, mine de rien, vous voyez, tous les mecs qui se cassent la gueule, les gens qui se prennent des balles et tout, on fait pas ça par hasard, hein. Il y a des manières de tomber, des manières de se tenir, des matelas cachés à droite à gauche, et ben lui, c'était le responsable de tout ce qui était lié à ça. Dès l'instant où il y a de la castagne, de la dégringolade, tout... Voilà, dès l'instant où il y a de l'action, autre que simplement du blabla et pointer des flingues dans la direction des gens, encore que il était aussi habilité à dire aux gens comment se tient un flingue ou pas. Voilà, il a vraiment fait un super bon taf. Et du coup, bah, en parlant de flingues et tout, je pense aussi aux gens du tag, Technical Asso Group, qui sont venus sur le tournage. C'est ceux qui étaient un peu en mode GIGN lors de la scène d'assaut et qui sont des gens extrêmement sympathiques, très professionnels eux aussi. Il faisait hyper chaud les jours où on a tourné avec eux. Et vu leurs accoutrements, je vous laisse imaginer à quel point c'était difficile pour eux. C'est tous, ou en tout cas pour l'immense majorité, des anciens militaires ou des anciens flics et tout, qui font ça par passion. C'est pour ça ils ont vraiment apporté une expertise vraiment professionnelle dans la manière de se déplacer, de tenir une arme, d'intervenir sur un terrain dangereux. Après, il me semble qu'il y a eu de très légers écarts par simple souci d'esthétisme et de rendu à la caméra. Mais globalement, ils ont bien retranscrit la rigueur professionnelle des groupes d'intervention rapide. Donc voilà, merci à eux d'avoir été là avec nous. J'ai hâte de rebosser avec eux à l'occasion. Voilà. C'en est fini des compliments individuels. J'en ai peut-être oublié certains, ne m'en voulez pas, mais il y a tellement de gens à complimenter que la vidéo durerait plusieurs heures. Donc, je vais m'en arrêter là. Je suis globalement très content de tout le monde et je pense que c'est l'essentiel. On a aussi le mixage son qui est exceptionnel, voire limite... On est limite sur un truc hollywoodien. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous avez eu dans les oreilles. C'était magnifique. Et je parle même pas de la musique. Vous êtes déjà des dizaines à demander où et comment vous la procurez parce que vous l'avez kiffé. Et ben ça, c'est pour bientôt. Rémi Pauvert et Samuel Debout, c'est dans ces deux noms que tiennent tous les éléments nécessaires à la réalisation d'une excellente piste audio. C'est fabuleux. Et je le dis souvent en conférence quand on me pose la question. Si j'ai choisi de bosser avec Sound Life Prod, c'est en premier lieu parce que dans cette boîte, le traitement du son est au centre de tout. Pour moi, l'image était limite quelque chose de secondaire. Je voulais en priorité que les gens en aient plein les oreilles. Après, je sais pas si c'est une déformation professionnelle qui est liée à mes habitudes, mais waouh! Waouh! Par rapport à la musique, c'est clairement Rémi là qui a fait l'immense majorité du taf et qui a su vraiment composer des trucs très beaux, très marquants. Et pour moi, c'était vraiment très très important dès le début qu'on ait une identité très forte, que ce soit au niveau des musiques ou même du générique. Quelque chose qui se reconnaît, qui reste dans la tête des gens. Et ça a marché puisqu'on a énormément de commentaires de gens qui nous disent c'est quoi la musique du générique, c'est quoi la musique du générique. Je suis accro au générique, j'adore le générique. Parfait, c'est ce que je voulais. Pour moi, c'est un élément clé d'une bonne série, c'est un bon générique aussi, voilà. Et depuis le premier jour, mon objectif, c'est de faire de l'iconophilie, c'est-à-dire de la représentation, ce qui s'oppose à l'iconoclasme. C'est-à-dire que moi, je suis très attaché à la matérialisation de choses autour de l'univers et de la série et d'Andrew Bennett et des Super Fame Story et tout. La représentation au-delà de l'œuvre en elle-même. Ce qui veut dire qu'au-delà de l'histoire, il y a autre chose. Il y a
un univers étendu qui est porté par plein d'autres trucs, quoi. Enfin bref, la team son, dans mon cœur à jamais. Vraiment. L'image aussi, elle était très bien dans la série. Et ça, on le doit à Kevin Payet et toute l'équipe qui est autour. Hein. Pour l'image, il y a énormément de corps de métier qui interviennent. Je sais pas si vous vous rendez compte de ça. Sur un plateau de tournage, il y a des éclairages partout, dans tous les sens, même en extérieur, parce qu'il faut concentrer les rayons du soleil dans une zone plutôt qu'une autre, créer de l'ombre, donc on va mettre des immenses draps noirs et tout. Enfin, ça, vous l'avez bien entendu pas vu à l'écran, mais il y a un énorme travail de ce côté-là, et au final, c'est comme gérer une scène de théâtre, hein, limite. Franchement, c'est ouf, et ça, pour le coup, c'était vraiment un des trucs que j'avais pas en tête, parce que c'était la première fois, voilà, que j'atterrissais sur un tournage de cette dimension. C'était, ouais, la lumière, le pôle lumière, qui est quelque chose d'essentiel, et auquel on ne pense pas, qu'on ne remarque pas forcément quand on se contente d'être un simple spectateur. Mais ouais, dites-vous que en plus de la caméra, il y avait des projets là, des draps, des réflecteurs dans tous les sens, juste pour avoir une lumière jolie, quoi. Le pôle décoration a également fait un travail, mais formidable. Le bureau d'Andrew, le magnifique bureau d'Andrew, j'ai encore mal au cœur parce qu'on l'a démonté, parce que figurez-vous que ça, c'est un décor qui a été créé en studio, ça n'existait pas. Ça n'existait pas du tout, c'est juste un assemblement de planches en bois, des projecteurs au-dessus, de la tapisserie collée sur ces planches, des fausses bibliothèques, des livres loués au maître. Genre, on a loué des vieux livres pour remplir les bibliothèques d'Andrew, et le mec les faisait payer au maître de livres, tellement il y en avait dans tous les sens, parce qu'il fallait remplir ses étagères avec plein de bouquins magiques, incroyables. Enfin, waouh! Moi, j'ai eu la chance de voir le décor être construit, et dans les premiers jours, je me disais, mais comment ces 4 bouts de planche, ça va devenir le bureau d'Andrew Bennett? J'avais limite peur. Et une fois que tu vois le résultat, mais t'es en mode, oh my god, c'est beautiful! C'est beautiful! Enfin, vraiment, m'être retrouvé comme ça sur un plateau de tournage avec une équipe comme ça m'a vraiment permis de me rendre compte de tous les corps de métier qui rentrent en jeu dans la création d'une œuvre. Vraiment, c'est incroyable. Enfin, le pôle image a fait le taf, le pôle son a fait le taf, la régie a fait le taf, les costumières ont fait le taf, les maquilleuses ont fait le taf, tout le monde a fait le taf, tout le monde était au service d'un grand projet. Les effets spéciaux et la post-prod, ça aussi, c'était ouf. Il y a eu énormément de plans qui ont été retouchés et trafiqués pour répondre aux besoins de l'histoire et du scénario, et aux besoins de vos fabuleuses rétines, parce qu'il fallait que vos yeux puissent profiter pleinement de l'arrachage de ceux des pauvres personnages de l'histoire. Concernant le merchandising, tout ce qui est produits dérivés, oui, bien sûr, il y en aura. Déjà parce que c'est un truc que j'ai prévu depuis le début, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis un iconophile, je suis un partisan de la représentation de l'univers par tous les moyens possibles. S'ajoute à cela que dans tous les cas, eh bien, il y a les contreparties du Ulule qui sont en cours de production, et bien entendu, on va se démerder pour pouvoir en vendre en dehors aux gens qui voudraient s'en procurer. Donc oui, il y aura des DVD Andrew Bennett, des Blu-ray Andrew Bennett, oui, il y aura des affiches Andrew Bennett, oui, il y aura d'autres bouquins en rapport avec les Super Flame Story. Vous aurez tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Après, au niveau de comment ça sera géré, c'est pas encore clairement défini. A priori, tout ce qui est directement lié et dérivé de la série, ça serait plutôt géré par un site internet de Sound Life, et les produits dérivés de l'univers dans sa globalité, ça serait peut-être plus géré sur mon Utip. Encore que rien n'est clairement arrêté de ce côté-là. S'ajoute à ça que dans les mois à venir, normalement, des stands d'Andrew Bennett devraient apparaître dans les diverses conventions où j'ai l'habitude d'aller, et pas que d'ailleurs. L'idée étant d'avoir des stands autonomes qui n'ont pas forcément besoin de ma présence à moi pour être eux aussi en convention. Ce qui fait que vous pourrez, si tout se passe bien, dans les mois à venir, trouver des stands d'Andrew Bennett dans certaines conventions, sans pour autant que moi j'y sois. Et vous pourrez y rencontrer différents membres de l'équipe, acheter du merchandising et divers trucs comme ça. L'idée étant de non seulement promouvoir la série, mais aussi permettre aux gens qui en sont fans de se rencontrer. Hein. Ça pourrait être un bon point de rencontre et de sociabilisation entre vous. Donc, tout bénef. Enfin bref, tout cela, c'était une formidable aventure collective qui, je l'espère, ne s'arrêtera pas là, puisque je compte bien, et on compte bien avec la production, arriver à monter une saison 2, mais
Mais pour l'instant, priorité à la saison 1 et à la façon dont elle va grandir, prendre en importance, puisque même si j'en parlais tout à l'heure, les audiences sont pas très élevées sur YouTube. Un de nos objectifs, c'est aussi de pouvoir vendre la série à un diffuseur. Pour ceux qui ne le savent pas, un diffuseur, c'est tout simplement quelqu'un qui diffuse du contenu. Ça peut être Netflix, ça peut être Amazon Prime, ça peut être France Télévisions, ça peut être TF1, ça peut être M6, ça peut être n'importe quel autre distributeur dans un autre pays. Et en gros, là, un de nos objectifs principaux à l'heure actuelle, c'est de gagner quelques prix en festival pour donner toujours plus de crédit à la série et trouver justement un diffuseur qui est prêt à nous racheter les droits de la série, d'une part pour renflouer les caisses et d'autre part pour pouvoir mettre en chantier une saison 2, puisque clairement la saison 2, telle que je l'imagine, est encore plus ambitieuse que la saison 1, et on pourra pas, cette fois-ci, la saison 2, la faire en bricolant comme on l'a fait avec la saison 1. Cette fois-ci, on aura besoin de beaucoup plus de financement que ça. Et on ne pourra pas simplement se reposer sur un Ulule et sur une ou deux petites subventions. Il faudra qu'on mette le paquet en termes de budget, parce que tout simplement, là, c'était déjà ric-rac, et même si les gens se sont sacrifiés pour donner un petit coup de pouce au projet, le pari, il était là aussi, c'était de dire, on se donne à fond là-dessus, on accepte de pas être forcément très bien payé, mais la saison 1, on a intérêt à qu'elle cartonne, parce qu'on prend le pari que la saison 1, ça va marcher, pour ensuite pouvoir mettre le pied à l'étrier pour une saison 2 qui, elle, sera beaucoup plus aboutie. De toute façon, en termes de scénario, ce que j'ai en tête, avec un petit budget, ça va pas être réalisable. Typiquement, je veux que le personnage de Rico, qui est un corbeau qui parle, soit présent dans la saison 2, donc ça soulève plein de problématiques et en termes d'effets spéciaux, et savoir si on ferait pas des marionnettes, de l'animatronique, d'autres conneries comme ça. Et puis même niveau effets spéciaux, ça sera pas juste la porte qui pop et qui dépop et des petits effets magiques à droite à gauche. Moi, ce que je veux faire, c'est vraiment développer au maximum un immense univers, puisque j'ai une vision à terme, pour tous les Super Flame Story et tout ce qui s'en rapproche. Et c'est un projet que j'ai, mais vraiment à très long terme. C'est sur plusieurs années. Ça tombe dans 10 ans. Je suis encore à travailler là-dessus. C'est créer un truc qui parle aux gens, qui est facilement identifiable, qui marche bien et qui soit quand même made in France, mais qui s'écarte de la plupart des trucs qu'on produit en France, à savoir du film social et de la comédie. Moi, ce que je veux, c'est produire du vrai contenu audiovisuel qui ne se contente pas de la banalité du quotidien. Je suis pas là pour photographier le quotidien du français lambda. Moi, ce que je veux, c'est raconter des belles histoires, des aventures qu'on a envie de suivre et qu'on n'aurait pas forcément l'occasion de vivre dans la vraie vie, parce qu'il y a une part de fantasme qui, pour moi, est importante dans ce qu'on porte à l'écran. Pour moi, je le dis à chaque fois quand on me demande comment je procède quand je veux écrire des trucs ou créer des trucs plus largement, j'aime bien partir de la banalité du quotidien et venir la fracasser, lui démonter sa gueule avec des choses extraordinaires qui viennent apparaître. Et Andrew, c'est un petit peu l'incarnation de ça. Il est l'espèce de truc qui va rompre le quotidien lambda et lui apporter une dimension magique et incroyable. Et je suis en train de plancher sur toute une mythologie derrière les bouquins magiques, derrière le propriétaire de la porte et tout ça. Et ça, c'est un truc qui dans tous les cas, va s'étaler, si ce n'est sur plusieurs années, au moins sur plusieurs dizaines d'œuvres, je pense. Que ce soit des bouquins, des œuvres audiovisuelles. Là, actuellement, je suis en train de réfléchir à un jeu vidéo qui se passe dans le même univers. Mais c'est pas Andrew Bennett, mais c'est le même univers et un délire de magie, de livres magiques et tout. Enfin, voilà. Moi, je le dis souvent, contrairement à beaucoup, je n'ai pas forcément besoin d'être sur YouTube pour être content. Je suis content juste à partir du moment où je crée pour un public. Je suis tout aussi content de vendre un bouquin que j'ai écrit moi avec une histoire qui me tient à cœur que de faire un bon score sur une vidéo YouTube, ce qui n'est pas forcément vrai pour tous mes collègues. On a tous nos propres visions, nos propres aspirations. Et moi, mes aspirations, elles sont avant tout créatives. Mon but, c'est d'être un créatif passé à l'acte. C'est un truc, en conférence, j'en parle assez souvent sur la motivation et tout. On a tous des potes, ou nous-mêmes, on a tous plein de projets, mais on les concrétise jamais. On connaît, je suis sûr que vous connaissez des gars qui disent oui, je vais écrire un livre un jour, puis ils font autre chose, et puis au final, ils écriront jamais ce livre de leur vie. On connaît tous des gens qui ont des rêves et qui les abandonnent par facilité, nécessité de faire autre chose. Je comprends tout à fait, je suis pas en train de faire un réquisitoire vis-à-vis de ça, mais moi, j'ai envie d'être le genre de gars qui a des objectifs et qui s'y tient. Mais je n'ai pas peur de prendre mon temps pour les atteindre. Et je n'ai pas peur non plus de m'entourer. Typiquement, c'est ce que j'ai choisi de faire avec la série. J'aurais jamais pu faire la série tout seul, je le savais pertinemment. Moi, ce qui m'intéresse et mes points forts, on va dire, c'était
et écrire le scénario, bien entendu, avoir la patte, l'histoire à raconter et incarner des personnages. Et en l'occurrence, j'ai voulu incarner le personnage d'Andrew Bennett parce que bah, c'est mon univers, c'est mon bébé, et qui mieux que moi peut connaître bien le personnage principal de mon œuvre. Et voilà, il y a tellement de gens que je connais qui arrêtent pas de dire oui, je vais faire ci, oui, je vais faire ça, et qui le font pas. Et c'est dommage. Vous savez, on dit souvent à des gens, oui, t'es un créatif. Un créatif, c'est quelqu'un qui a des idées plein la tête. Mais tant qu'elles sont dans ta tête, ces idées, elles sont pas concrétisées. Donc, ce à quoi tu penses n'existe pas. Vaut mieux un créateur à un créatif. De toute façon, un créateur, c'est quoi? C'est un créatif qui est passé à l'acte de création. Mais tant que tu restes simplement un créatif, t'as une formidable énergie potentielle, on va dire, une formidable... un potentiel de concrétisation énorme, mais si tu ne choisis pas de justement franchir cette étape du « le truc est dans ma tête », ah, le truc devient réel, il se passe rien. Après, l'être humain, enfin les gens d'une manière générale, ont une propension à trouver des excuses pour ne pas faire, ne pas avoir à faire ou justifier l'inaction. On a tendance à justifier l'inaction parce que il y a ci que je dois faire, il y a ça que je dois faire aussi, de toute façon je peux pas parce que... Non. Mais comme le dit Orelsan, si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Beaucoup de gens commencent par ça, bien sûr, tu peux step up après, mais t'es pas obligé forcément de te lancer à corps perdu dans un projet. Typiquement, quelqu'un qui veut écrire un bouquin, eh bien, il n'a pas à consacrer des journées entières à son livre. Il n'est pas obligé, tu peux juste prendre 1 ou 2 heures par jour à consacrer à ça. Typiquement, n'hésitez pas à parfois sacrifier une part de divertissement pur pour concrétiser un objectif, un projet réel. Typiquement, au lieu d'aller mater une série sur Netflix, eh ben, plancher sur le scénario de la vôtre. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu contrôles ton temps, tu contrôles ta vie. La façon dont tu vas gérer ton temps, parce que le temps est précieux, va te permettre de voir les choses sous un autre angle. Et je vous le dis, hein, je suis pas un gros bosseur, hein, j'ai des gros traits de feignant par moment. Hein. Je passe une immense partie de mon temps à ne pas faire quelque chose de concret, parce que l'ennui, c'est là aussi, c'est dans l'ennui que je puise parfois mon inspiration. Mais par moment, j'ai des fulgurances. Ça va durer peut-être même 1 ou 2 heures par jour où je vais être incroyablement concentré sur un objectif. Je vais mettre le maximum pendant ces 1 ou 2 heures, et le reste de ma journée, je vais strictement rien faire d'intéressant. Je vais juste me faire chier, glandouiller, aller voir des potes, aller au resto. Mais voilà, il y a des moments où il faut que je fasse des trucs. Je pense qu'il y a un moment donné où j'ai eu une sorte de déclic, c'est que je me suis rendu compte que tout n'est pas définitif, rien ne dure jamais vraiment, à commencer par nous. Nous ne sommes pas éternels, il y a un moment donné où l'obscurité totale nous enveloppera, où on fermera les yeux sans jamais les réouvrir, et on ne sait pas ce qui se passera. Mais au moment où ça arrive, où tes yeux commencent à se fermer à cet instant précis, j'ai envie de me dire que j'aurais eu une vie bien remplie. Et pour moi, avoir une vie bien remplie, c'est une vie au cours de laquelle tu as concrétisé un maximum de tes rêves. Tout simplement. Et pour ça, il faut se sortir les doigts du cul, ne serait-ce que quelques heures par jour. Je suis persuadé qu'on peut à la fois profiter de la vie et concrétiser des objectifs. C'est pas incompatible. Donc voilà, s'il y a bien un message que je veux vous adresser à la suite de cette formidable aventure qui pour moi ne fait que commencer, qui a été la réalisation de cette saison d'Andrew Bennett, c'est premièrement, faites des trucs. Faites sortir les idées de votre tête pour qu'elles deviennent réelles. Concrétisez-les et n'hésitez pas à vous entourer pour le faire. N'hésitez pas à demander de l'aide, il n'y a pas de honte à avoir, vous n'êtes pas obligé de tout faire vous-même. Si vous avez eu l'idée et que vous pensez que vous ne pouvez faire qu'une partie du travail, allez voir d'autres gens qui peuvent vous aider à faire les autres parties, parce que comme ça, le truc, il deviendra réel. C'est pas nécessairement vous qui devez être le seul responsable de la concrétisation de vos objectifs. Moi, j'aurais jamais, comme je vous l'ai dit, j'aurais jamais pu réaliser la série tout seul. Du coup, j'ai fait appel à une boîte de production. Mais voilà, au final, ça a donné naissance à mon propre bébé, même s'il a été passé entre différentes mains, modifié. Il a peut-être même été magnifié au final par ça, puisque, bien entendu, au moment où j'écrivais le scénario, je ne pouvais pas savoir que ça donnerait ça. Le rendu est différent et en même temps mieux que ce que j'avais en tête moi.
Et tant mieux, c'est cool. On a fait un truc cool, c'est une œuvre collective. C'est vraiment une aventure humaine. Et voilà, faites des trucs. Faites des trucs. Ne restez pas passif. Ne passez pas votre temps à vous plaindre que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez, parce que vous avez forcément à un moment donné la possibilité de faire ne serait-ce que le début de l'embryon de vos objectifs. Même en consacrant 5 minutes par jour à un bouquin, vous finirez par l'avoir écrit, bien sûr, ça sera plus long, bien sûr. Par jour, du coup, vous écrirez même pas une demi-page, mais une demi-page, plus une demi-page, plus une demi-page, ça fait des chapitres, puis un ouvrage complet, par exemple. Par exemple. D'ailleurs, en parlant de livres, je me permets de vous rappeler que le calendrier d'avant la fin des temps est disponible à la vente sur le site Lulu. C'est d'ailleurs cette histoire qui est à l'origine de la concrétisation de l'univers de la série au final. Parce que si j'avais pas écrit le calendrier d'avant la fin des temps, j'aurais pas eu les retours qui m'ont poussé à vouloir faire la série, donc j'aurais pas contacté la boîte de prod, etc. Ça, on en revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport aux histoires, tout est histoire de cause et de conséquences dans tous les sens, et en ça, je crois au karma, mais pas dans sa dimension spirituelle, mais dans l'effet de causalité, quoi. Et là-dessus, je me permets aussi de faire une mise en garde. Il existe des raccourcis qui vous permettent d'atteindre vos objectifs plus rapidement. Mais l'empreinte de ces raccourcis, souvent, se fait au détriment d'une certaine conception que moi, je me fais de la morale. Et il y a forcément un moment donné où ça va se retourner contre vous. Ce que je veux dire par là, c'est que si ce que vous cherchez, c'est le succès, et que vous ne prenez pas votre temps pour l'obtenir, qu'il n'est pas basé sur des choses réelles et concrètes, qu'il est basé sur une percée dopée à l'aide de stratagèmes visant à soit se foutre de la gueule des gens, soit les prendre pour des cons, ou n'importe quoi. Si vous devez votre succès à un truc qui est pas réel, pas concret, comme par exemple avoir fait une grosse vidéo putaclic et tout, ou n'importe quoi, je pense qu'à un moment donné, ça finit par se retourner contre vous. C'est pour ça que moi, je préfère prendre mon temps, avoir de la bouteille et du vécu dans ce que j'ai fait, mais que tout ça repose sur des bases solides. Parce que si tu t'es hissé au sommet sans avoir de base, donne un petit coup de pichenette et tout s'effondre. Les coquilles vides sont plus faciles à écraser. Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Très longue vidéo d'ailleurs, j'espère qu'elle vous a plu. Bravo si vous êtes resté jusqu'au bout, j'espère que vous y avez trouvé des trucs qui vous ont intéressé. Moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!